Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Laura Balp, je suis chargée marketing au sein d'Ixel Group. Donc aujourd'hui, vous assistez à la webconférence qui portera sur comment générer des gains Six Sigma et qui vous sera présentée par Corinne Oudo-Jacob. Je la laisserai se présenter d'ici quelques minutes. Donc dans un premier temps, je vais juste faire quelques rappels pour le fonctionnement de la webconférence. Donc, je vous rappelle qu'il y a un chat, un module de chat en bas sur votre droite, où vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence. Et à la fin, nous prendrons 15 minutes pour essayer d'en traiter un maximum. Ne vous inquiétez pas également concernant les slides et le replay de la conférence. Ils vous seront transmis donc, pour les slides dans la journée et pour le replay probablement plutôt lundi. Donc voilà. Et je vais me permettre de faire une brève introduction d'Ixel Group. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé dans l'excellence opérationnelle. Nous avons des antennes à Paris, Toulouse et Grenoble. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'entreprise, ce n'est pas le sujet. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Corinne qui va vous présenter cette webconférence. Corinne, je te laisse la main. Oui, bonjour bonjour à tous. On va travailler pendant 1 heure sur le Lean Six Sigma et les gains des projets. Comment est-ce qu'on peut les créer, les dégager, etc. Alors je vois que vous êtes très nombreux. J'ai déjà reconnu plusieurs personnes que j'ai eues en salle, etc. Donc voilà, bonjour, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. J'espère que ça va vous intéresser. Pour les questions, donc moi ma stratégie c'est plutôt vous poser toutes les questions dans le chat et puis je les reprendrai à la fin. Et puis si jamais après il y a des éléments plus précis, ne vous inquiétez pas, je peux encore vous répondre par mail plus tard. Alors, premier point, un petit historique sur le Six Sigma et le Lean Six Sigma. Alors, le Six Sigma, ça a été créé en fait en 1986. Là. Ok, donc c'est lui qui a créé la démarche. Pardon, oui. Excuse-moi Corinne, il y a eu une petite coupure, du coup, si tu peux juste reprendre le début. On t'entendait plus. Merci. Il y a eu une coupure de son, pardon, ok. Ouais, là, pour le début de l'historique du Six Sigma. Ok. Donc j'étais en train d'expliquer que le Six Sigma a été créé par Michael Hari, donc, qui était ingénieur chez Motorola, en 1986, et que la suite a été largement développée chez General Electric, donc à partir de 1990. C'est un outil qui a été développé pour réduire la dispersion des processus, les variabilités, etc. Vraiment la dispersion. Donc, qui sont des causes de non-qualité. Le Six Sigma, actuellement, c'est considéré comme étant la meilleure méthode pour améliorer la rentabilité des entreprises, la satisfaction client et pour impliquer les acteurs du processus dans la résolution des problèmes et les améliorations. Alors ça, c'est le côté Six Sigma. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, Sigma, vous connaissez la lettre Sigma, c'est un terme statistique qui désigne la déviation standard, en fait l'écart type par rapport à une moyenne pour un processus. Donc, ce que ça nous dit là, c'est qu'on parle de statistiques et que ce qui va nous intéresser, c'est la répétition et la dispersion de ces répétitions. Le sigma dans Lean Six Sigma, en fait, c'est une mesure de capacité du processus. C'est une échelle qui a été créée pour pouvoir comparer les entreprises entre elles. C'est un outil de benchmarking. Et quand on parle de Six Sigma, ce qu'on dit, c'est que l'entreprise ou le processus qu'on étudie produit 3,4 défauts par million d'opportunités de défauts. Donc, en fait, c'est un moyen de mesure. Six Sigma, c'est vraiment ça dont il faut se rappeler, 3,4 défauts par million d'opportunités. Ça commence à faire vraiment pas beaucoup. Mais si
vous considérez par exemple une boîte qui fabrique des blocs de frein d'ABS, d'accord, qui produit, mettons, 1 million de blocs de frein d'ABS par an, eh bien, si elle est Six Sigma, potentiellement 3 de ces blocs sont défectueux. Eh bien, les ABS, c'est votre système de frein dans vos voitures, donc ça pose un problème de risque en réalité. Donc des fois, Six Sigma, c'est beaucoup, mais des fois, Six Sigma, c'est pas tout à fait assez. On va voir. Alors, le Lean Six Sigma, c'est une méthode qui est éprouvée, qui est une démarche, qui est basée sur des faits et qui va viser donc à réduire leur variabilité. Alors, Lean Six Sigma, donc on a Lean là-dedans. Le Lean Management. Donc le Lean Management, c'est un peu plus ancien que le Six Sigma, c'est créé en gros entre 50 et 70 chez Toyota. C'est le fameux Toyota Production System. Alors là, pour le coup, on n'est pas vraiment sur la variabilité. On est plutôt sur une démarche qui va viser à permettre de répondre aux besoins du marché et à être plus rentable dans cette réponse aux besoins du marché. Mais les Japonais, à l'époque, ils ont travaillé dans l'idée qu'il fallait que tout le monde participe à ces améliorations et qu'il fallait améliorer aussi les conditions et la qualité de travail. Donc, la stratégie, c'est de se focaliser sur la valeur attendue par le client, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire tous les moments où on va travailler pour produire ce que le client veut, ce que le client veut payer. Et on va s'occuper de réduire tout ce qui n'est pas les tâches de valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler gaspillage ou perte de temps. Donc là, l'illustration type, c'est faire un inventaire dans une entreprise. Du point de vue du client, ça ne sert à rien. C'est nécessaire pour l'entreprise, mais le client, il ne va pas vouloir payer 1 euro pour contribution à l'inventaire. Donc c'est vraiment ça la notion de tâche sans valeur ajoutée versus une tâche à valeur ajoutée qui, si je prends, je ne sais pas moi, une fabrique de chaussures, le moment où on va couper ou coller des chaussures, là, on est dans la valeur ajoutée. Alors ça, c'est la focalisation du Lean Management. Le Lean Management, il va permettre de rendre simultanément plusieurs objectifs qui, généralement, on considère comme antagonistes. On va essayer d'améliorer en même temps la qualité des produits ou du service qu'on rend, suivant le type d'organisation. On va en même temps réduire les délais. On va en même temps augmenter la flexibilité et l'agilité de l'organisation. On va réduire les coûts. Et on va produire des situations de travail qui sont apaisées, où les gens seront moins stressés et où ils seront plus en maîtrise de ce qu'ils ont à faire. Donc c'est vraiment un outil extrêmement polyvalent. Voilà. Et quand on associe le Lean et le Lean Six Sigma, eh ben, on obtient ce que vous voyez sur ce graphique. À gauche, à droite, vous avez la courbe bleue avec le processus tel qu'il est au départ, avec, mettons, un temps de cycle moyen de 30. C'est le point que vous avez en haut là. On va faire du Lean pour ramener ce point de 30 vers, par exemple, 10, d'accord, qui correspondrait à notre besoin client. Et puis, on va devoir faire du Six Sigma pour littéralement faire maigrir la courbe. C'est-à-dire que pour que notre processus, au lieu de nous donner des résultats qui vont s'étaler entre 24 et 36, il nous donne des résultats qui s'étalent entre 10 et 12. Donc on sera beaucoup plus répétable. Là, vous voyez sur le même graphique, à droite, dans la partie légende, vous avez notre moyenne qui est donc passée de 30 à peu près 10, et surtout notre écart type qui est passé de 3 à 1. Ça veut dire que dans 6 écarts types, dans un étalement d'une largeur de 6, ici, j'aurai 99,67% de mes répétitions. Autant dire que pratiquement 100% sera à plus ou moins 3 points de ma moyenne. Okay, ce qui est bien meilleur que tout à l'heure, puisque pour en avoir 100% tout à l'heure, avec un écart type de 3, il me faut 6 fois 3, 18 points. Autant vous dire que si vous attendez votre produit 30, il pourrait très bien arriver de 36,
sans que ça soit une anomalie du procédé. Alors, comment est-ce qu'on va travailler à améliorer les processus? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens qui vous sont résumés sur ce graphique. Alors, on a le système d'amélioration lente, d'accord? Ce qu'on va appeler l'amélioration continue. Une solution comme réduire de 2% le taux d'erreur de facturation, par exemple, qui vont être les progressions qui vont être faites au jour le jour. Donc là, c'est tous les systèmes d'amélioration qui vont être les audits de processus, les traitements de non-conformité, le management visuel, etc. C'est les petites actions de tous les jours, les méthodes de résolution de problèmes, etc. Il y a une autre méthode d'amélioration des processus qui peut être nécessaire dans certains cas. Et là, c'est ce qu'on va appeler les améliorations en mode de percée. Donc on va faire des chantiers ramassés, concentrés sur une certaine durée, qui vont être beaucoup plus efficaces, mais qui vont aussi nécessiter un effort beaucoup plus important. Donc, c'est ce qu'on va appeler, quand on fait strictement du Lean, ça s'appelle une Kaizen Task Force ou Kaizen Blitz. Quand on fait du Lean Six Sigma, on va appeler ça une amélioration par percée suivant le DMAIC. On va voir. C'est dont on va parler. Et puis, il y a les projets Oshin qui sont des projets de réduction des gaspillages dans l'ensemble de l'entreprise. Le système d'amélioration avec le Lean Six Sigma, il vous permet de réaliser cette montée rapide, cette percée. Mais évidemment, il ne se passe pas d'un système d'amélioration continue. Il faut absolument avoir un système de standardisation et d'amélioration continue qui vont permettre aux gains que vous allez réaliser de se maintenir dans le temps. Alors, le cycle DMAIC, situation où on a ce problème en rouge là. Alors, on parle d'un problème impactant. Première chose à savoir, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Un problème, c'est un écart entre la situation qu'on a et la situation qu'on devrait avoir. Ça nécessite notamment d'avoir défini la situation qu'on devrait avoir. Donc, vous devez avoir une référence. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes dans le vide. Donc, on a une situation où on a un problème qu'on peut identifier. On va travailler dans une première phase qu'on va appeler la phase définir du DMAIC, le D de DMAIC. D'accord ? Et cette phase définir va nous permettre de décrire la situation pratique. On va savoir en quoi consiste notre problème, où est-ce qu'il se déroule, etc. Sauf que la situation pratique en question, elle est trop compliquée. Les relations de cause à effet sont trop complexes pour qu'on puisse utiliser une méthode de résolution de problème qui nous permettrait de passer tout droit ici sur cette flèche jaune et d'aller directement vers une solution. Ça ne fonctionne pas. Et donc, on est obligé de passer par un workaround, une solution autour. Donc, on va mesurer notre solution pratique. On va créer des jeux de données, constituer des faits, faire des mesures pour avoir ce qu'on va pouvoir appeler une situation statistique. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un modèle de notre situation pratique qui va être mathématisé. Et à partir de cette situation statistique, on va faire des analyses statistiques. On va résoudre statistiquement notre situation. C'est-à-dire qu'on va explorer nos données pour savoir comment elles fonctionnent les unes par rapport aux autres et pour voir quels sont les facteurs d'influence qui jouent sur nos résultats. Donc, nos résultats, ceux qui sont impactés dans notre phase de définir. Et donc, on va avoir résolu cette situation statistique. Ça va permettre de savoir si on est en phase ça va permettre de savoir comment les problèmes s'articulent les uns avec les autres et quelles causes produisent quels effets. Quelles sont les causes sur lesquelles on doit travailler. Et donc, une fois qu'on aura fait cette identification, on va travailler sur une phase d'innovation, donc sur le terrain, avec les gens qui connaissent le processus, les experts du processus, comme on les appelle dans le DMAIC, c'est-à-dire généralement les opérateurs, les gens qui l'exécutent,
On va travailler avec
c'est qu'à invention des réglages excessifs, du surstock, des produits obsolètes et des produits déclassés, etc. Alors ça, c'est toute une liste de comptes, en fait, qu'on peut justement prendre en compte pour les calculs de gains. Hein. Je vous ai fait une deuxième, enfin, il y a un document, alors il y a une norme AFNOR, alors en fait elle a été, elle n'existe plus réellement, cette norme, elle a été retirée. Cependant, le guide AFNOR X50126, qui date de 1990, va vous donner toute une liste de rubriques. Alors, ce sont toutes des rubriques qui tiennent compte qui sont sur les coûts de non-qualité avérés. Il y a très peu d'immatériel dedans. Cependant, ça peut vous inspirer, donc ça peut être très important, très utile. Par ailleurs, dans le cas de l'ISO-TS 16949, donc, qui est la référence en automobile, l'évaluation des coûts de non-qualité est obligatoire. Donc vous pouvez utiliser aussi ce levier-là. Alors, je veux venir sur ce que je vous ai rajouté en point d'exclamation, là. Faites participer le contrôle de gestion à cette évaluation. Ça, c'est un point absolument fondamental. Vous n'avez pas le choix. Il faut que votre contrôle de gestion participe à l'évaluation de ces gains dès le départ du projet. Sinon, ils seront pas, sinon, il y a un moment où vos gains ne seront pas validés. Donc, il faut vraiment y aller dès la phase définir. C'est des fois un peu compliqué, mais c'est vraiment nécessaire. Ensuite, je vous ai mis toute une liste d'anomalies internes et externes sur lesquelles on va pouvoir éventuellement agir. Je n'ai pas du tout l'intention de la détailler là, hein, c'est vraiment pour le replay. Vous pourrez récupérer cette liste, travailler avec éventuellement. Voilà. Vous avez par exemple au milieu de la liste dans les temps, hein, vous avez l'inefficacité des réunions, hein, les mauvaises planifications, les replanifications, etc. Enfin bon, plein d'autres points. Alors, un exemple d'estimation des gains. Là, je prends le cas d'une société industrielle qui est très technique, dans laquelle c'est un chantier que j'ai fait avec moi. Donc là, on a à peu près 50 opérateurs en production. On a fait une démarche pas de Six Sigma, on a juste fait, enfin, dans le cadre de la démarche Six Sigma, là je vous parle juste de la valorisation d'un chantier de 5S. Okay, on a 50 employés, 50 opérateurs, 3 ingénieurs et cadres et 5 techniciens et assistants. On a fait des estimations avec eux, donc sur la valeur ajoutée trop lente, sur les déplacements, sur les mouvements, sur les recherches d'informations, les attentes, les recherches d'outillage et de pièces. Et puis, pour chacun, on leur a demandé d'estimer le nombre d'occurrences par jour. D'accord ? On a choisi un temps moyen de 5 minutes par gaspillage, c'est une chose qu'on a estimée vraiment avec eux. On est allé voir le contrôle de gestion, on leur a demandé quels étaient les chiffres, le taux chargé, le taux moyen chargé qu'il fallait utiliser, et on a fait les calculs. On a juste fait un petit tableau Excel de rien du tout, et on a trouvé un résultat de près de 400 000 € par an pour la business unit. Okay. Donc, une fois qu'on a eu fait ce calcul, on l'a présenté au patron de la business unit et qu'on lui a dit, ben voilà, on voudrait faire notre 5S, ça va un petit peu déranger la prod, on va travailler avec eux, on aura besoin des gars, etc. Mais voilà nos gains, nos attentes de gains juste sur le temps qu'on va gagner. D'accord, on pense qu'on va prendre 400 000 €. Figurez-vous que du coup, il nous a libéré les gars pendant une semaine. Voilà, mais c'est exactement pour ça qu'il faut estimer les gains. Mais vous voyez que ce n'est pas un calcul extrêmement difficile. Alors, juste pour revenir sur les gains financiers, on a fait au niveau de XL, on a la chance, grâce à vous, de travailler sur énormément de projets. Et donc, on a pu faire une étude sur une soixantaine de projets qu'on a tous conduits chez nous.
alors pas moi bien sûr, hein, mais qui ont été conduites par certains par moi et d'autres par tous les autres collaborateurs d'ICSED. Donc on a fait une étude, on a pris 60 projets en 2008, on a fait cette étude des projets industrie et services. Alors, il y a dans ces projets autant de Green Belt que de Black Belt. D'accord. Là, ce que vous avez, ce sont une étude qui porte sur les résultats financiers des projets, donc pas sur les estimations de gains, mais sur les gains confirmés a posteriori. Hein. Et ces gains sont tous des gains qui ont été certifiés par les contrôleurs de gestion. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion vous impliquez au départ dans votre projet. À la fin, vous allez retourner vers lui et lui dire, ben voilà, ça a donné ça a donné ça, etc. Et vous refaites les calculs avec lui et il vous dit, il valide que effectivement c'est votre projet qui l'a rapporté. Alors ça aussi c'est très très important puisque les gains de votre projet doivent être imputés à votre projet. Clairement, il faut que votre activité soit reconnue pour ce qu'elle est. Vu que votre projet a été coûteux, il faut que les gains de votre projet lui soient réattribués. Bien sûr, à la fin, ils sont dans l'entreprise, hein, la question n'est pas là. Mais le financement des projets ultérieurs, il va aussi dépendre du fait que les gains sont attribués à votre projet. Alors, si je vais sur les montants, nos projets Black et nos projets Green, okay, le gain moyen d'un projet Black chez nous, c'est 491 000 €, avec un gain médian à 200 000. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des cours de Six Sigma, vous savez ce que signifie la différence entre médian et moyen. Quand on a un projet, quand on a de gros écarts, ça veut dire qu'il y a de très grands chiffres, en l'occurrence. Ce qui est exactement le cas dans notre problème de projet Black Belt, vu qu'on a des projets qui rapportent beaucoup, beaucoup plus. Et vous voyez sur le graphe qui est à côté, le diagramme de points, là, vous avez le diagramme des valeurs individuelles, vous avez un projet à 2 millions qui va évidemment tirer la moyenne vers le haut pour nos projets Black Belt. Okay. Et pour nos projets Green Belt, le gain médian est à 75 000 avec un gain moyen à 128 000 €. D'accord, avec une moyenne qui est à 128 000 €. Donc ça veut dire qu'un projet Lean Six Sigma, ça rapporte effectivement de l'argent. C'est pas du tout, ça c'est pas une blague. Hein. Moi, 500 000, je les veux bien. Hein. Même 200 000, je les prends. Alors, il faut réfléchir dans notre stratégie de projet là à comment est-ce que j'évalue mes coûts de projet, parce que ça coûte aussi. Bien, on va rapporter 200 000, mais il faut que ça coûte. Non, en fait là non. Ça, ce sont les gains, donc les coûts sont retirés déjà de ces montants, bien sûr. Alors, dans la rubrique des coûts de projet, il y a des coûts de prévention, donc qui vont être les formations Black Belt, Green Belt, la formation des champions, les temps de sensibilisation, la planif du projet, les revues de fin de phase, le plan de communication de mise en œuvre, éventuellement le temps de coaching d'un Black Belt ou d'un Green Belt qui est interne ou externe, le temps qui va être consacré par le CODIR, etc. Après, il y a des coûts qui sont liés aux évaluations, donc les enquêtes de satisfaction, le temps de passer en travail, l'instrumentation du projet, les évaluations de capacité, le temps de préparation des campagnes de mesures, la réalisation des mesures, ça coûte très cher les mesures, le temps passé pour les analyses, éventuellement des coûts de matières premières, des équipements, etc. Si vous faites des essais, si vous faites un plan d'expérience, vous allez perdre de la matière première pour ça. Après, il y a du temps pour la mise en œuvre des actions, éventuellement il y a des invests à faire. Éventuellement, il y a des investissements à faire sur les coûts quand on va modifier le processus après. Parfois, ça coûte un peu d'investissement. Il faut de la fiabilité, il faut des standards, de développement de standards, etc. Il faut former tout le monde au nouveau processus. Et ça aussi, ça prend du temps. D'accord ? Donc, il faut prendre tout ça en compte dans les coûts du projet.
Alors, si je prends par exemple l'exemple d'une société de services qui fait la mise à disposition d'un logiciel spécifique de gestion immobilière. Donc là, on est sur les coûts, on avait une équipe Lean et du développement. Donc l'équipe Lean, ça a coûté 26 000 euros, c'est du temps. Hein. Et le développement, ça a coûté 21 000 euros. Donc on parle de 47 000, disons 50 000 euros de temps passé. Ensuite, on a toute la liste des postes qui vont être impactés. Avant, on avait 100 000 euros d'avoir. Après, il nous reste 19 000 euros. On a rentré la différence là, donc on a rentré 100 000. Enfin, on a un écart de 100 000. Donc en 2012, ça représente, pour l'année du projet, donc 2012, ça représente 144 000 euros. Les résiliations, on en avait 15 avant, on n'en a plus qu'une après, ça fait quand même 14 résiliations par mois de moins, ça fait 56 000 euros de gain. En équivalent temps plein, avant, on avait 21 000 euros, on n'a plus besoin de ces gens après, on gagne 100 000 euros par an. Les prestats, on avait besoin de 16 000 euros de prestats, on n'en a plus besoin. Ça gagne 152 000 euros par an. Au total, ramené sur une année pleine, on parle d'un gain de 623 000 euros. D'accord, à comparer avec les 47 000 d'invest. Okay, donc c'est vraiment un projet extrêmement rentable. Si je prends un deuxième exemple, une industrie de production de tissus techniques. D'accord, donc là, donc c'est en anglais, mais peu importe. Là, le métrique ici, donc le moyen de mesure, c'est la diminution du scrap. D'accord, en fonction des longueurs de rouleau. Ils ont sauvé 5800 mètres linéaires, 5 km quand même, hein, d'accord, 87 000 euros de bénéfices. Ils ont mis de l'inspection en ligne, ils ont une baisse de scrap liée à la qualité, ils ont des gains en travail, ils ont une meilleure amélioration de leur OTD, donc du temps de livraison. Ils ont moins de contrôle et ils ont réduit leur temps de cycle autant. Donc, ça représente à chaque fois des gains qui sont quand même considérables. D'accord ? Ils ont investi une fois, okay, pour améliorer un des processus d'enrôlement, ce qui leur a coûté 320 000 euros. Et donc, ça leur laisse un gain de 338 000 euros pour le projet. D'accord ? Un projet Six Sigma peut permettre de débloquer un invest de 300 000, vu que le bénéfice, il est de 600 000. Donc ça, c'est, en plus ce coût-là, il est one shot, alors que vous allez refaire 600 000 euros de gain l'année suivante. D'accord ? Donc c'est vraiment une façon de... Et vous voyez que ce n'est pas extraordinairement compliqué à évaluer. Un autre exemple, un processus commercial auprès de grandes surfaces et de surfaces spécialisées. Donc c'est du service pur. Hein, on a réorganisé, on est passé de 31 secteurs à 18 secteurs. Avec les 31 secteurs, on avait 4250 heures en moyenne par secteur de marchandisage, qui faisait 131 000 heures. Avec les 18 secteurs, on n'a plus que 4000 heures en moyenne par secteur, ce qui nous fait 72 000 heures, puisqu'on a plus que 18 secteurs également. Le voilà avec un gain de 60 000 heures. D'accord ? Même valorisé à 15 euros de l'heure, on parle d'1 million pratiquement. On est déjà à 900 000. Ensuite, si je regarde autre chose, les kilomètres parcourus, puisque c'est très important dans les démarches commerciales. D'accord, avec mon système à 31 secteurs, en moyenne, il faisait 41 000 km par an. Il me faisait 1,3 million de kilomètres. Avec mon organisation à 18 secteurs, en moyenne, ils font à peu près toujours autant de kilomètres chacun. Par contre, comme j'ai plus de 18 secteurs, me voilà avec 0,7 million. Ça me fait 56 000 euros 560 000 kilomètres d'économisés. Si je les valorise à 0,25, je parle de 140 000 euros par an. Donc, mon projet, il me permet de gagner sur l'année suivante 1 440 000 euros. D'accord ? Donc, ça valait vraiment la peine de réorganiser.
Alors, quelques conseils et pièges à éviter par rapport au projet. Alors, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais si vous voulez réussir votre projet et obtenir les ressources, c'est-à-dire que si vous voulez obtenir que les gens soient disponibles quand vous avez besoin d'eux, eh bien, vous devez évaluer le gain financier de chaque partie du projet. Vous devez travailler sur un axe stratégique de l'entreprise. Vous n'obtiendrez pas de succès et de levier d'aide pour votre projet si vous ne travaillez pas sur un sujet qui intéresse l'entreprise. Donc, vous devez travailler sur des projets à fort potentiel de gain. Okay. Vous devez travailler avec votre contrôleur de gestion. Et alors là, ça c'est toujours quelque chose qui est très difficile pour les green belts. Alors pour les blagues, généralement un peu moins, parce qu'ils sont souvent un peu plus aguerris. Il faut aller parler aux finances. Okay. Il faut aller parler avec eux de façon à ce qu'ils soient impliqués dès le départ. Après, il ne faut pas essayer de détailler de façon outrancière, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail du détail. En particulier, au début, ne vous laissez pas entraîner dans une discussion qui va porter sur comment est-ce que je vais mesurer des gains potentiels, alors que en fait, votre objectif, c'est d'avoir une estimation qui soit convenable, soit acceptée par le contrôleur de gestion, parce que quand il va falloir prendre des arbitrages avec votre responsable, pour la mise à disposition des ressources, si le contrôleur de gestion dit la même chose que vous, ça devrait bien vous aider. Ok. Donc, il faut se mettre d'accord avec lui et sans passer des heures et des heures à essayer d'aller détailler. De toute façon, vous, en tant que green ou black, ce n'est pas votre métier, la finance. Donc, faites-leur confiance. Voilà. Et ensuite, pour que votre projet débouche, il faut aller dans le processus. Il faut aller sur le terrain. Il faut identifier les gaspillages et les coûts de non-qualité. Parler avec les opérateurs. Ils savent ce qui se passe. Et également, identifier ce qui est critique pour le client. Ce qui va faire que le client, ce qui a réellement de l'importance pour lui. Donc, c'est en faisant ça, vous allez pouvoir focaliser votre groupe de travail sur le client, sur la valeur pour le client, et généralement, c'est ça qui est décisif. Voilà. Et dès le départ, vous allez, grâce à ça, pouvoir définir et obtenir un budget de fonctionnement de votre projet. Et si possible, vous y intégrez une communication originale, dynamique, etc. Voilà. Voilà à peu près l'essentiel des clés pour faire des projets Six Sigma qui soient rentables. Alors maintenant, la question que vous vous posez peut-être, sauf pour ceux que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir en salle de formation, c'est comment est-ce qu'on va apprendre à faire du Six Sigma. Donc, dans le Six Sigma, dans les projets Six Sigma, il y a différents rôles. Il y a les rôles qui sont des rôles managériaux, qu'on va appeler les champions ou les sponsors. D'accord. Donc, on ne va pas y parler dans l'immédiat. Et puis, au niveau des projets, il y a des rôles qu'on appelle généralement Yellow Belt, Green Belt, Black Belt et Master Black Belt. Donc, ils sont classés dans l'ordre en fonction de l'importance de la taille des projets à gérer et de la criticité des sujets. Donc, nous, on a tout un système de formation-action qui est emboîté, hein, qui est couche par couche, où on va pouvoir vous former Yellow, Green, Black, Master Black Belt. Et puis, on a des choses spécifiques à destination des champions et des sponsors. Donc, un programme de Yellow Belt, ça dure 3 jours. Un programme de Green, ça dure 8 jours, c'est-à-dire 2 fois 4 jours en salle. Un programme de Black, ça dure 12 ou 16 jours. Donc, en fait, pour les Blacks, dans la partie industrie, on a un certain nombre d'outils statistiques supplémentaires à étudier qui sont moins nécessaires dans le service en général. Pour la partie Master Black Belt, donc le Master Black Belt, c'est celui qui va pouvoir coordonner plusieurs Black Belts.
Généralement, les Master Black Belt sont aussi attendus sur des choses du type être capable de créer des tests statistiques ad hoc dans la complexité, vu la complexité des données. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel des formations qu'on dispense, qui vont être à proprement parler des formations Six Sigma, au sens où vous deviendrez des acteurs du Six Sigma capables de conduire des projets. On propose aussi de la sensibilisation pour les sponsors, c'est-à-dire pour qu'ils comprennent comment le projet va se dérouler et en quoi ils peuvent être utiles, et de la formation des Six Sigma et des MIT pour les champions, pour exactement la même raison, mais on attend d'eux qu'ils soient plus près du projet. Voilà, nos modalités de formation sont relativement simples. On fait soit de l'inter avec des sessions à Paris, à Toulouse, à Grenoble, en Suisse, etc. Donc là, on a 75 sessions, je pense, de planifier. Ça doit être le chiffre pour 2017, je pense. On vous fait des formations intra sur mesure. Donc là, les formations intra, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'être travailler sur vos problématiques et vos projets. On les donne en français ou en anglais, ça c'est suivant vos besoins. On sait également faire des parties formations à distance avec des parcours d'e-learning en Green Belt ou en Black Belt, les Six Sigma. Et on sait aussi faire des classes virtuelles, donc qui sont des solutions d'accompagnement qui sont relativement flexibles et assez pratiques généralement pour le coaching. Donc ça fait dans les parcours d'e-learning on en a, et dans les classes, on peut en faire exprès pour vous. Voilà. Et enfin, bien entendu, et vu que c'est obligatoire depuis la réforme de la formation, ces formations sont certifiantes. Donc, on a deux organismes de certification sur lesquels on s'appuie actuellement, qui sont l'IASCC, donc International Association for Six Sigma Certification. Donc, c'est une certification qui se passe par le passage d'un QCM, relativement difficile, il faut bien le dire, qui peut être passé au niveau green ou au niveau black, voilà, pour lesquels on vous prépare et on vous accompagne. Il y a des certifications qui peuvent être des certifications internes à XL, et depuis l'année dernière, nous avons une certification en partenariat avec l'École Polytechnique, ce qu'on appelle École Polytechnique Executive Education, donc qui est la partie formation professionnelle de l'École Polytechnique. Et là, c'est une certification qui va porter sur le dossier de projet réellement réalisé en entreprise. Voilà. L'intérêt de ces certifications, bien, pour l'entreprise, c'est un facteur de motivation, ça permet de capitaliser les compétences, de valider les gains financiers. Pour le stagiaire, un projet Black Belt ou Green Belt certifié, c'est vraiment un tremplin de carrière. Une réelle amélioration d'employabilité, nous on le voit tout le temps dans nos formations. Ça permet donc aussi pour le stagiaire de développer ses compétences et ça lui permet de prendre part à la stratégie de son entreprise. Voilà, donc c'est de bonnes raisons de faire du Six Sigma et surtout de se faire certifier. Voilà, donc il nous reste une petite dizaine de minutes, c'est pas mal, enfin, une dizaine de minutes pour pouvoir traiter des questions. Alors, si je prends des questions dans la liste de questions, alors, que répondre aux salariés qui ont peur du Six Sigma car ils ont peur de la pression engendrée sur l'objectif qualité et rentabilité? Alors, ça, c'est une question qui effectivement arrive. Les gens ont peur du Six Sigma, ils ont peur du Lean également. En fait, le Six Sigma va reposer sur l'intelligence collective, sur la réduction des causes de variation et, tout comme le Lean, sur la réduction des gaspillages. Donc, des opérateurs qui vont faire du Six Sigma ou qui vont participer à des projets Six Sigma, ils vont se retrouver avec des processus qui ensuite seront plus faciles à maîtriser, seront plus précis à maîtriser. Donc tout va être dans la phase, premièrement, de bien définir
les causes, donc de bien identifier ces causes, et ensuite de mettre les bons outils de contrôle et de maîtrise. Donc il faut leur répondre qu'on va travailler ensemble et qu'on va créer des réponses et des outils qui vont leur permettre d'avoir des gains et donc de moins avoir de pression en réalité. Après, donc ça c'était la première question que j'avais. Quelle est l'étendue du processus pour lequel on va appliquer le Lean Six Sigma? Y a-t-il une limite inter-entreprise? Alors, il y a une limite, il y a une sorte de limite basse, d'accord, qui est que si vous n'avez pas de processus, vous ne pouvez pas faire de Six Sigma. Donc, il faut avoir, on parle de travail sur des processus qui se répètent. Okay, vous ne pouvez pas le faire pour du one-shot, pour du cas, pour du un seul cas, etc. Par contre, on arrive à en faire sur des projets dans des BTP ou des choses comme ça, où là, c'est bien sûr à chaque fois un développement unique, chaque nouveau bâtiment, chaque nouveau chantier va être un développement unique, mais on arrive à faire du Six Sigma sur la façon de gérer les chantiers, sur la répétition des processus. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une limite dans l'autre taille? Non, là, pour l'instant, j'en connais pas. La seule, nous travaillons actuellement sur un projet où le produit traverse plusieurs sites et où, effectivement, les temps de réponse sont relativement longs. Donc, non, ça peut être inter-entreprise. Ça peut être inter-site, ça peut être, etc. La seule chose qui compte, c'est qu'on ait un sponsor qui soit le sponsor de l'ensemble du processus, d'accord, de l'ensemble de l'enchaînement des processus. Voilà, donc ça, cette question-là, il y a quand même beaucoup de questions, je ne sais pas si j'arriverai à faire tout. Alors, est-ce qu'on peut faire du Six Sigma dans une entreprise de petite taille de moins de 50 salariés? Oui, à partir du moment où on a des processus, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des situations qui se répètent. Alors, comment identifier les suites stratégiques des non stratégiques? Ça va dépendre quand vous faites votre phase d'innovation, que vous avez identifié les causes de variation, d'accord, ce qui impacte, vous allez pouvoir, statistiquement, vous verrez ce qui va être les plus gros contributeurs. Alors, il faut toujours faire attention, on ne va pas pouvoir non plus résoudre toutes les causes de variation qu'on a identifiées. On va les prioriser avec des matrices de priorisation. Et on va travailler sur, en gros, ce qui va nous rapporter le plus. Et puis ensuite, il va falloir souvent laisser le processus se restabiliser avec les nouvelles conditions et refaire quelques mesures, parce que parfois, une fois qu'on a enlevé les gros éléphants, on voit mieux la forêt et elle n'est plus tout à fait la même qu'avant. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de stratégie ou pas stratégie. Est-ce que nos gains sont sur un an? Oui, en général, les calculs de gains qu'on propose sont sur des périodes de 12 mois. Alors, les opérateurs doivent-ils être formés aux bases du Lean Six Sigma ou cela n'est pas nécessaire? Alors, quand on travaille en Lean Six Sigma, en projet avec les opérateurs, il faut toujours les former sur des notions de valeur ajoutée, de gaspillage et sur les causes de variation. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir fait un programme de formation extensif, etc. Vous pouvez inclure dans votre communication de projet des petits modules de formation de sensibilisation et ensuite vous les ferez, ce qu'on appelle, vous les formerez en marchant. Alors, comment estimer le coût d'une démarche DMAIC? N'est-ce pas la phase définir et mesure qui donnera l'ampleur de la situation? Alors oui, donc au départ on engage le projet avec des intentions de gain. Quand on fait la phase mesurée, on va pouvoir voir si les leviers sont toujours pertinents, si effectivement les gains vont être au rendez-vous. Il arrive qu'on arrête des projets à la fin de la phase mesure, parce qu'en fait, on pensait que ça rapporterait de travailler sur tel sujet, et on est à côté de la plaque, c'est pas là qu'il faudrait bosser. Donc ça arrive tout à fait, la phase mesurée va vous permettre de factualiser quelque chose qui, au départ, relève plutôt de l'opinion. Donc on engage la phase mesurée, on paye pour voir en quelque sorte. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire accepter à la direction de la prod le fait de détacher des opérateurs pour mener un chantier? Ça, c'est vraiment une question de montant des gains et d'avoir impliqué votre sponsor. C'est-à-dire que si vous avez bien présenté vos gains, bien résolu vos gains, bien calculé vos gains et démontré en fin de phase mesurée
que ces gains sont effectivement atteignables, normalement, vous aurez des leviers par rapport à la production. C'est-à-dire que les gens de prod, ils vont bien comprendre que ça va leur rapporter. Et sinon, impliquez votre sponsor. Comment est-ce qu'on évalue les gains financiers de projets concernés au pertinent? Le gain, il sera, donc on va faire les calculs qu'on a vus dans les slides, mais le projet il va être pertinent s'il correspond à une stratégie d'entreprise. Si vous ne travaillez pas sur une stratégie d'entreprise, ça ne servira pas, ça n'a rien à voir avec ce que l'entreprise veut faire, vous ne pouvez pas gagner. Alors, y a-t-il beaucoup de demandes pour le Lean Six Sigma et dans quel secteur en particulier? Il y a énormément de demandes pour le Lean Six Sigma, on nous en demande de partout. Quelle différence entre le Lean et le Lean Six Sigma? Est-ce qu'il y a des éléments de Lean? Comment définir si le Lean est adapté? Alors, la différence principale entre le Lean et le Lean Six Sigma, c'est que le Lean va s'occuper d'accélérer votre processus, alors que le Six Sigma, il va vraiment se focaliser sur réduire les variations. Très souvent, quand on démarre des projets Six Sigma, on a une phase de Lean où on va accélérer certaines choses, on va standardiser certaines choses. Alors, existe-t-il de gros écarts de pourcentage de perte de non-qualité entre les différentes branches d'activité, services, surveillance hospitalière? Est-ce que les chiffres sont une médiane régulièrement rencontrée? Alors, les chiffres de 5 à 10%, c'est effectivement quelque chose qui est, disons, communément admis. Okay, mais c'est pas... oui, ça peut varier entre les différentes branches. Dans le BTP, par exemple, on s'aperçoit que des fois, c'est beaucoup plus que ça. Dans les urgences, l'hospitalier, etc., on a aussi des valeurs qui sont beaucoup plus importantes. Mais en fait, c'est des estimations globales, quoi. Mais ça ne va pas se compter pareil. Vous n'allez pas traiter de la même façon dans le BTP que, par exemple, sur du temps d'accueil à l'hôpital. Rappelez les thèmes sur lesquels on doit former les opérateurs. On doit les former sur les notions de valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée, les gaspillages. Okay. Il faut les former sur les standards aussi, sur pourquoi et comment est-ce qu'on fait des standards et à quoi ça sert. C'est vraiment les deux principaux points. Après, normalement, votre green, le green ou le black, il doit pouvoir animer. Alors, y a-t-il des probabilités d'échec d'un projet dans une entreprise? Oui, il y a des probabilités d'échec. Alors, si vous ne travaillez pas sur un processus stratégique de l'entreprise, si vous n'avez pas fait estimer vos gains par des gens en qui la direction a confiance, typiquement les financiers, d'accord? Là, vous avez des risques d'échec. Si, à la fin de phase mesurée, vous vous apercevez que vos gains ne seront pas au rendez-vous, parce qu'en fait, c'était des estimations, ce que vous aviez au départ, et en mesurant, vous vous apercevez que ce n'est pas vrai. Bien là, il faut arrêter le projet. Et ce n'est pas un échec, ça. Ça, c'est juste de l'intelligence. D'accord? Dire, OK, ça ne sert à rien, on n'est pas en train de travailler sur la bonne chose. OK? Ensuite, si vous avez effectivement les critères, c'est-à-dire gain important, vérifié en phase mesure, implication du sponsor, processus stratégique de l'entreprise, ça doit marcher. Appliquez la méthodologie comme dans le bouquin, vous aurez des résultats comme dans le bouquin. Sur quels critères choisir la formation Lean la mieux adaptée à ses besoins? Écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire green, est-ce qu'il faut faire black, etc. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire ça théoriquement. Là, j'aurais une réponse vraiment, appelez nos commerciaux, hein, appelez les bureaux. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dû rater pas mal des questions dans la liste. J'espère que j'ai répondu à l'essentiel d'entre elles. Est-ce que je peux repasser la main à Laura? Tu m'entends, Oui, Laura? je suis là. Ouais. Oui, c'est voilà. parfait. Écoute, Merci beaucoup, on est arrivé Corinne. au bout du truc. Oui, je Voilà, pense que tu as répondu vraiment à la majorité des questions auxquelles on pouvait répondre, donc c'est super. Moi, je vais brièvement vous inviter à participer du coup à nos prochaines sessions de webconférence. Donc la prochaine, ça sera le mois prochain, le 10 février, et ça portera sur les outils Lean d'amélioration du poste de travail.
Et ensuite, en mars, on aura une webconférence sur la méthode DDMRP. Donc voilà, donc je vous invite à vous inscrire si ces sujets vous intéressent. Et merci à tous d'avoir participé. Vous avez été très 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 nombreux aujourd'hui. Je crois qu'on a battu un record. Donc c'est super. J'espère que la formation... Comment ? Je pense surtout qu'on a saturé la salle et du coup, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui sont même que dehors. certaines personnes n'ont pas pu rentrer, mais on aura bien évidemment le replay pour ces personnes-là et même pour vous, participants, qui voudraient revoir certains points. Donc ça sera plutôt d'ici lundi et dans l'après-midi, vous recevrez par contre les slides qui seront disponibles rapidement. Voilà, donc merci à tous encore une fois et puis à bientôt pour une prochaine webconférence. Au revoir. Au revoir, merci.